Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la place Stanislas à Nancy. La ville célèbre cette année le 40e anniversaire de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de la place Stanislas, de la place de la Carrière et de la place d'Alliance. Et à cette occasion, nous vous proposons de découvrir l'exposition d'or, d'art et de sciences, la place Stanislas, cœur de la vie intellectuelle à Nancy au XVIIIe siècle, qui est organisée au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Alors cette exposition est organisée par le Musée Lorrain et par le Musée des Beaux-Arts. Nous sommes deux commissaires d'exposition avec ma collègue Sophie Laroche, conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Et nous avons souhaité présenter la place Stanislas avec un angle un petit peu différent des précédentes expositions qui lui avaient été consacrées. Nous avons souhaité inviter les visiteurs à remonter le fil du temps à l'époque de Stanislas et à découvrir la place telle qu'elle était, et notamment de rentrer à l'intérieur des édifices pour découvrir les fonctions qu'ils abritaient sous le règne de Stanislas. Dans cette exposition, vous allez découvrir une grande diversité d'objets, des peintures, des sculptures, des éléments originaux des fontaines de la place Stanislas, comme la fontaine de Neptune que vous découvrez juste derrière moi, mais aussi des objets scientifiques, des costumes et même des instruments de musique. Les œuvres présentées proviennent essentiellement des riches collections du Palais des Ducs de Lorraine Musée Lorrain à l'occasion de son projet de rénovation, mais aussi du Musée des Beaux-Arts de Nancy, des bibliothèques de Nancy, des archives municipales, de l'Académie de Stanislas, du Musée de la Santé de Lorraine et du Musée de la Musique à Paris, ainsi que certains collectionneurs privés qui nous dévoilent certaines œuvres présentées pour la première fois au public. Dans la première section, nous expliquons comment Stanislas est arrivé en Lorraine. Stanislas Lesinski est polonais. Il est élu roi de Pologne par la Diète polonaise, mais il est contraint de quitter le trône, poussé à l'exil par son rival, Auguste le Fort, électeur de Saxe. Stanislas va errer un petit peu partout en Europe. Il arrive à Wissembourg, en Alsace, et c'est là qu'en 1725, il a la surprise de recevoir une nouvelle de la cour de France. Le roi Louis XV a décidé d'épouser sa fille, Marie Lesinska. Le mariage est célébré au château de Fontainebleau et la nouvelle reine de France arrive à la cour avec ses parents, ce qui est une situation inédite à l'époque. Il faut donc trouver un statut pour le beau-père du roi de France et Louis XV va décider de lui confier les duchés de Lorraine et de Bar que le dernier duc de la maison de Lorraine, François III, vient d'accepter de céder à la France. Pour éviter une réunion trop brutale, Stanislas est donc nommé duc de Lorraine à titre viager, charge à lui de préparer les Lorrains à devenir à sa mort des sujets du roi de France. La prise de pouvoir de Stanislas est néanmoins fortement encadrée par la déclaration de Meudon, par laquelle il accepte d'abandonner toute réalité du pouvoir politique. Celui-ci est confié à un intendant, Antoine Martin Chaumont de la Galésière, nommé chancelier de Stanislas, qui détient les pouvoirs de police, de justice et de finance. En échange, le roi de France verse chaque année une rente de 2 millions de livres à Stanislas, qui va pouvoir utiliser cette somme pour embellir les résidences ducales et créer un certain nombre de fondations dédiées aux Lorrains. Le grand tableau qui se trouve derrière moi est un dépôt du château de Versailles au musée Lorrain. Il a été peint par François-André Vincent et il représente le chancelier, la Galésière, en train de prêter serment de fidélité au roi Stanislas. C'est un tableau de grande dimension qui est un tableau rétrospectif. Le peintre l'a réalisé 10 ans après la mort de Stanislas et c'est une commande du chancelier La Galésière pour orner son hôtel particulier parisien. La scène est particulièrement monumentale. Le roi de Pologne est assis sur son trône et le chancelier est à ses genoux, revêtu de son grand manteau rouge, prêtant ce serment de fidélité à l'ancien roi de Pologne. On voit bien représenté sur le tableau l'ensemble des emblèmes du pouvoir, la couronne royale, le sceptre, la main de justice, le coffret des sceaux et à côté du chancelier, les masses d'armes qui étaient portées symboliquement lors des grandes cérémonies devant ce grand personnage de l'État.
Tout autour de ce duo gravitent un certain nombre de personnages. Il s'agit pour la plupart des membres de la famille du chancelier La Galésière qu'il a fait venir en Lorraine et auxquels il a conféré un certain nombre de postes extrêmement intéressants. La scène est censée se dérouler au château de Meudon, mais c'est bien évidemment une représentation très imaginaire, avec ces grandes colonnades qui sont ici représentées, qui donnent presque l'impression qu'on se trouve au Panthéon à Rome. Lorsqu'il arrive à Nancy en 1737, Stanislas découvre la capitale ducale qui est encore composée de deux parties distinctes. Au nord, la vieille ville du Moyen-Âge, construite autour du palais ducal et de la place de la Carrière, et au sud, la ville neuve, édifiée par le duc Charles III au début du XVIIe siècle, qui a fait plus que tripler la superficie de la ville de Nancy. À cette époque-là, les deux villes sont encore séparées par les fortifications de la ville vieille qui ont été maintenues en place par les Français pour pouvoir défendre la ville. Stanislas, en arrivant, a trois objectifs. Il souhaite créer à Nancy une place royale dédiée à son gendre Louis XV, offrir un meilleur raccordement entre ces deux parties de la ville qui sont encore séparées par des fossés, et enfin offrir un certain nombre de fondations aux habitants que nous pourrions appeler aujourd'hui des services publics. Ce tableau prêté par le château de Pange est la représentation la plus fidèle de la place Stanislas juste après son inauguration. Il a d'ailleurs servi lors de la restauration de la place comme modèle à l'architecte. Le projet est mené par l'architecte Emmanuel Héré, premier architecte de Stanislas, dont le portrait se trouve à ma droite. Stanislas va devoir parlementer avec le maréchal de Belle-Île, gouverneur militaire de la Lorraine, pour mener à bien son projet de place royale. En effet, le maréchal ne souhaite pas que l'on touche aux fortifications de la ville et Stanislas va devoir aménager le côté nord de la place d'une manière toute particulière. On le voit bien sur ce tableau, du côté ouest et est, on a ces quatre pavillons identiques qui sont édifiés par Emmanuel Héré. En revanche, du côté nord, on a ces basses faces ou basses façades, appelées également des trottoirs, qui ont un seul niveau d'élévation. Ceci afin de permettre à ce que l'on puisse tirer depuis la courtine des remparts qui se trouve juste derrière. Dans les angles, les fontaines de Neptune et d'Amphitrite, réalisées par le sculpteur Barthélemy Guibal, sont encadrées de magnifiques grilles qui, de la même manière, doivent permettre de libérer les deux bastions qui se trouvent juste derrière. Au centre de la place, Stanislas demande au sculpteur Barthélemy Guibal d'ériger une statue de son gendre Louis XV. C'est quelque chose d'inédit, c'est la première fois qu'un souverain commande de son vivant une statue de son successeur destinée à orner le centre de la place royale. La statue est réalisée par Barthélemy Guibal et son ancien élève Paul-Louis Sifflet. Il représente le roi de France à l'antique, vêtu d'une cuirasse, tenant le bâton de commandement à la main, et à ses pieds un globe orné de fleurs de lys et un certain nombre d'attributs des sciences et des arts. La statue représente donc le souverain à la fois comme un roi victorieux et comme un mécène apportant la paix à son peuple. Autour du piédestal, 4 statues évoquaient les vertus du roi de France. L'ensemble de ces sculptures sont détruites à la Révolution et fondues, probablement pour en faire des canons. De cette statue disparue, il ne reste plus aujourd'hui qu'un modèle en bronze conservé au musée lorrain qui a été commandé par Stanislas, présenté au château de Chanteeux puis à Lunéville et qui nous permet de voir à quoi ressemblait cette statue aujourd'hui disparue. Sur ce tableau, un certain nombre de personnages sont en train de déambuler sur la place royale, qui montre bien que c'est un lieu de vie. Des ouvriers sont en train de terminer d'installer les derniers pavés de la place. Un groupe rentre dans le pavillon de la Comédie, actuel musée des Beaux-Arts. D'autres sortent de l'hôtel des Fermes, actuel Opéra national de Lorraine. Et on peut voir se déplacer une chaise à porteur ou bien encore un carrosse duquel est peut-être descendu Stanislas, qui serait en train d'admirer sa réalisation dans la capitale.
Si l'architecture de la place est tout à fait classique, l'ornementation sculptée, en revanche, est elle empreinte du goût rocaille, emblématique des contemporains. Et c'est en particulier le cas des célèbres grilles de Jean Lamour, serrurier du roi de Pologne, nous dirions aujourd'hui ferronnier d'art, qui va réaliser ces magnifiques portiques à la gloire du roi de France. Ces grilles ont été restaurées au cours de l'histoire et un certain nombre d'éléments originaux descendus et placés dans les réserves du musée lorrain, qui est aujourd'hui le conservatoire du patrimoine sculpté de la ville. Un certain nombre de ces éléments ont pu être présentés dans l'exposition. C'est le cas de ces vases à fleurs que vous découvrez derrière moi, ou bien de ce très beau trophée représentant dans un médaillon le profil de la déesse Minerve qui provient du sommet de la fontaine de Neptune. Ce trophée a été préservé des destructions révolutionnaires. Vous voyez qu'il est couronné d'une fleur de lys et il a pu servir de modèle pour replacer les copies qui sont aujourd'hui installées sur le sommet de la fontaine de Neptune. Nous entrons à présent à l'intérieur des bâtiments qui entouraient la place royale. Dès son arrivée en Lorraine, Stanislas souhaite fonder une académie savante sur le modèle de l'Académie française fondée par le cardinal de Richelieu. Mais le chancelier Lagalésière refuse cette fondation, craignant que cette réunion d'intellectuels ne se transforme en foyer d'indépendantistes lorrains. Dans un premier temps, Stanislas fonde donc la Bibliothèque royale et publique, qui est l'une des premières bibliothèques publiques fondées en France au XVIIIe siècle. Cette bibliothèque est gérée par 4 censeurs qui sont chargés chaque année de décerner un prix pour un ouvrage littéraire et artistique et un autre prix pour un objet scientifique. Le tableau qui se trouve derrière moi présente justement Stanislas remettant l'édit de fondation de cette bibliothèque au chancelier Lagalésière. La bibliothèque s'installe au Palais ducal, puis dans le nouvel hôtel de ville installé sur la place royale. Mais bientôt, les candidatures affluent pour intégrer cette académie officieuse, dont celle prestigieuse de Montesquieu. On passe alors de 4 à 40 censeurs, ce qui va permettre à Stanislas, l'année suivante, de créer officiellement la Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy. La bibliothèque puis l'académie s'installent tout d'abord dans l'ancien palais des ducs de Lorraine, dans la galerie des Serres, avant de déménager dans l'hôtel de ville au premier étage. Quelque temps plus tard, Stanislas souhaite doter la Société royale d'un cabinet d'instruments scientifiques. Un seul de ces objets est parvenu jusqu'à nous. Il s'agit de cette incroyable horloge astronomique réalisée par un Lorrain, Bernard Joyeux de Pagny-sur-Moselle, qu'il a offert à la Société royale des sciences et belles-lettres. Cet objet, qui fait partie des collections du musée lorrain, est dévoilé pour la première fois depuis sa restauration. Il s'agit d'un objet unique. On connaît habituellement les horloges astronomiques comme des horloges d'édifice, comme celle de la cathédrale de Strasbourg ou celle de la cathédrale de Lyon, ou bien comme de petites horloges astronomiques de cabinet. Ici, cette horloge est enchâssée dans une grande armoire, ce qui lui donne évidemment un aspect particulièrement spectaculaire. Bernard Joyeux était arpenteur géomètre, il n'était donc pas horloger, et il a décidé de réaliser cette horloge sur son temps libre, avant de l'offrir à la Société royale, sans doute dans l'objectif d'obtenir le prix décerné chaque année. Les différents cadrans présents sur cette horloge donnent différentes indications. La position de la petite et de la grande ours, des planètes du système solaire, du soleil, le jour de la semaine, les heures, mais aussi certain nombre de mesures antiques ou religieuses faisant partie de ce qu'on appelle le compute ecclésiastique et qui servent à fixer la date de Pâques, ou bien encore le thème astrologique qui peut être défini grâce à ce dernier cadran. Il manque au sommet de l'horloge un globe qui désignait une mesure égyptienne, le système de Ptolémée. Le globe tournait donc en 800 ans. Néanmoins, l'étude menée à l'occasion de la restauration de l'horloge a permis de se rendre compte que l'objet avait été bricolé avec un certain nombre d'objets de réemploi et que sa durée d'autonomie était en réalité de 2 jours, ce qui semble quand même assez peu au vu de l'ampleur des fonctions présentées sur l'horloge. Dans le cadran évoquant la rotation du Soleil, on peut également voir le décalage horaire dans différentes parties du monde, avec un aspect extrêmement exotique. On peut donc découvrir le Pérou, Québec, Lima, la Chine et au milieu Lunéville, qui est la seule ville lorraine présentée sur le cadran.
Sous l'impulsion de deux médecins nancéens, Charles Bagard et Carsten Rönnow, suédois d'origine, Stanislas fonde également le Collège royal de médecine. Celui-ci remplit tout à la fois les fonctions d'académie, d'école, de lieu de bienfaisance, puisque tous les samedis matins, les pauvres de Nancy peuvent bénéficier d'une consultation médicale gratuite offerte par les médecins du collège. Le collège s'installe d'abord rue Sainte-Catherine, puis dans le nouveau pavillon de la place Royale, qui abrite aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Nancy. Au premier étage se trouve la salle du concours, sur les murs de laquelle sont accrochés les portraits des différents membres du Collège royal. Et nous présentons également dans l'exposition la masse d'appariteurs qui était portée lors des grandes cérémonies solennelles devant le directeur du Collège royal. Au sein du collège sont dispensés des cours d'anatomie et de chimie, mais aussi de botanique, grâce au jardin botanique annexe du collège royal, qui est aménagé non loin de là et qui correspond à l'actuel jardin Gaudron, en face de la caserne Sainte-Catherine. Pour évoquer la formation dispensée par le Collège royal de médecine, nous avons choisi de présenter dans cette vitrine ce cours d'anatomie de Nicolas Jadelot, médecin nancéen, qui est illustré de magnifiques planches gravées en couleur par Gauthier d'Agoty et Jean Girardet, ce dernier étant premier peintre de Stanislas. Le recueil commence par deux planches représentant un homme et une femme à la beauté idéale. Pour l'homme, il s'agit du modèle de l'Apollon du Belvédère. Et ensuite, ces différents écorchés qui nous permettent d'arriver jusqu'au squelette humain en montrant les différents muscles et articulations du corps qui sont ainsi détaillés dans ce cours extrêmement complet. Très attaché à la santé des Lorrains, Stanislas fonde également non loin de là l'hospice des Frères de la Charité ou de Saint-Jean-de-Dieu qui sont chargés de soigner les habitants. Le dernier duc de Lorraine va d'ailleurs commander pour l'apothicaire de l'hospice un magnifique ensemble de plus de 300 pots à pharmacie à la manufacture de Niederwiller. Parmi cet ensemble, nous avons choisi de présenter ces deux magnifiques vases de monstrance, qui sont donc des vases d'apparat qui n'avaient pas de fonction médicale et qui représentent sur leur panse les armes du roi de Pologne. On peut ainsi voir cet écartelé avec l'aigle de Pologne, le cavalier du Grand-Duché de Lituanie et la tête de taureau de la famille Lesinski. Ce blason est entouré des deux aigles, de la couronne royale et orné sur l'ensemble du vase d'un décor parfaitement rocaille avec toutes ces arabesques et ces courbes qui s'enroulent tout autour et un goût évidemment pour l'exotisme extrêmement marqué, un exotisme à la mode du XVIIIe siècle où on n'hésite pas à mélanger tous les continents entre eux. C'est ainsi qu'on a au sommet cette figure de petit Africain avec cette coiffe en plumes sur la tête et un pagne qui tient un serpent dans sa main. On retrouve une tête d'Indien ici en mascaron, encore une tête de Chinois et ces créatures orientales, ces dragons et ces serpents qui s'enroulent des deux côtés de la panse. Les deux vases sont donc réalisés par la manufacture de Niederwiller. On trouve la signature de la manufacture juste ici et certains détails emblématiques de cette manufacture, ces insectes qui sont représentés extrêmement fidèlement. On a ici des mouches et des papillons qui volent tout autour de ce vase. Assez étonnamment, le Collège royal de médecine va cohabiter au sein du pavillon actuel du musée des Beaux-Arts avec une autre institution qui n'avait aucun rapport, la Comédie, c'est-à-dire le théâtre de Nancy. Elle vient remplacer un précédent opéra qui avait été créé par le duc Léopold à l'arrière du couvent des Cordeliers. Stanislas décide donc d'édifier une nouvelle salle de spectacle dédiée aux Nancéens. Cette salle va malheureusement disparaître en 1906 lors d'un terrible incendie et il ne subsiste plus que son péristyle qui est encore aujourd'hui le péristyle du musée des Beaux-Arts. Pour l'évoquer, nous avons reproduit ici cette gouache qui montre la salle de spectacle quelques années après la mort de Stanislas. On découvre une salle d'une grande richesse où se pressaient les Nancéens. On voit notamment les très belles spectatrices placées au premier rang des balcons. Et sur la scène de ce théâtre, se sont donc produits de nombreux artistes, des
des comédiens, des chanteurs, des musiciens, à la fois de la troupe permanente de la Comédie de Nancy, mais aussi ce que l'on pourrait appeler les stars du XVIIIe siècle, venant de Paris, de la Comédie française, de la Comédie italienne ou de l'Opéra de Paris. Malheureusement, nous ne conservons aujourd'hui aucun costume ou aucun accessoire de cette salle de spectacle du XVIIIe siècle, et c'est l'Opéra national de Lorraine qui nous a prêté ces deux costumes contemporains qui permettent d'évoquer l'ambiance de cette salle de spectacle à l'époque de Stanislas, où les Nancéiens évidemment se pressaient nombreux pour venir au spectacle offert par la salle de comédie. Nous terminons l'exposition par une belle histoire. En 1761, à la suite des maladies de Madame Adélaïde et de Madame Victoire, deux filles de Louis XV, le premier médecin du roi leur suggère d'aller prendre les eaux à Plombières, comme c'est déjà la tradition depuis de nombreux siècles. Les deux princesses arrivent donc à Nancy, où elles sont accueillies avec faste par leur grand-père Stanislas, et c'est sans doute à cette occasion qu'elles font la rencontre d'une jeune Nancéienne, Marie-Gabrielle Masson. Cette jeune femme est la fille d'Henri-Pierre Masson, le gérant du Café Royal, le premier café de Nancy, qui se trouvait précisément sur la place Stanislas. On peut penser que Marie-Gabrielle Masson a tellement bien joué de la harpe devant les princesses que Madame Victoire a décidé de faire venir spécialement depuis Versailles sa propre harpe qu'elle a offerte à la jeune femme. Un an plus tard, Henri-Pierre Masson commande le portrait de famille qui se trouve juste derrière moi, où il se fait représenter avec son épouse, ses 6 filles et leur fils. Comme vous pouvez le voir, les 6 filles jouent toutes d'un instrument de musique. C'est ainsi que vous pouvez voir 3 harpes, un clavecin et probablement un luth, et notamment la célèbre harpe offerte par Madame Victoire, que l'on peut reconnaître entre les mains de Marie-Gabrielle Masson, avec une plaque installée sur la face avant, rappelant le don fait par la princesse. La grande surprise que nous avons eue l'année dernière, c'est de voir ressurgir cet instrument lors d'une vente aux enchères, et il a pu être acquis par le Musée de la musique à Paris. Restauré spécialement pour l'occasion, il est dévoilé pour la première fois au public dans l'exposition et réuni avec le portrait de la famille Masson qui le représente, ce qui est extrêmement rare pour un instrument de musique. En plus de cette touchante histoire, cet instrument se trouve être le premier exemplaire connu de harpe à pédales réalisé en France au XVIIIe siècle. C'est en effet au début du XVIIIe siècle en Allemagne que l'on invente cette typologie de harpe à pédales, ces pédales permettant, lorsqu'on les actionne, de tendre plus ou moins les cordes de façon à jouer les demi-tons. Cet instrument est donc un prototype réalisé par Salomon, facteur de harpe parisien, et Madame Victoire est l'une des premières à bénéficier de cet instrument. Comme il s'agit d'un prototype, le nom des notes est même inscrit sur les pédales, de manière à ce que la princesse puisse savoir quelle pédale actionner pour jouer de tel ou tel morceau. On a pu identifier l'instrument grâce à la plaque qui se trouve toujours à l'avant de la harpe, où on trouve représenté le blason et les initiales des princesses et la mention du don « J'étais à Madame Victoire de France et j'ai été donné à Marie-Gabrielle Masson ». C'est donc particulièrement émouvant de voir cet instrument revenir à Nancy, à quelques mètres du Café Royal, où il a pu être conservé du vivant de Marie-Gabrielle Masson. L'exposition se poursuit par un espace de médiation qui a été réalisé spécialement et qui permet d'élargir la présentation aux 2 autres places, la place de la Carrière et la place d'Alliance. Un film en 3 dimensions permet notamment de bien comprendre le projet de Stanislas, la création de la place Royale, l'aménagement de la place de la Carrière et la création de la place d'Alliance. Une façade du pavillon du Musée des Beaux-Arts présentée derrière moi permet de comprendre en l'ouvrant quelles étaient les institutions abritées à l'intérieur
l'intérieur du bâtiment, la comédie, avec le péristyle qui subsiste encore aujourd'hui, et le Collège royal de médecine, qui se trouvait donc au premier et deuxième étage. On le sait, ces deux institutions ont assez mal cohabité. On sait que les comédiens et les spectateurs se plaignaient notamment des odeurs de dissection qui parvenaient du Collège royal de médecine, et que lorsque les comédiens demandaient à utiliser les salles du collège pour des spectacles, les médecins leur répondaient de façon assez sèchement en refusant que des saltimbanques viennent utiliser leurs locaux. Enfin, une maquette de l'espace, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, permet de resituer différents bâtiments et de comprendre quelles étaient les fonctions de ces lieux à l'époque de Stanislas. Une publication accompagne également l'anniversaire, Nancy au temps de Stanislas, publié chez Serge Domini, et toute une programmation est proposée à l'occasion de l'exposition, notamment des conférences, et nous vous proposons de venir évidemment découvrir cette exposition qui est ouverte au Musée des Beaux-Arts de Nancy jusqu'au 18 février prochain.